Bon, Big Data, pour l'instant, c'est moi. Donc, je ne vais pas me présenter. Je voudrais juste dire 2-3 petits mots. Depuis le déclenchement d'une certaine pandémie en 2020, le bureau est devenu quelque peu l'actif maudit de l'immobilier. Et si j'ai bonne mémoire, cette crise sanitaire n'était pas franco-française. Aussi, il nous a semblé intéressant de voir comment se sont comportés les marchés de l'immobilier de bureau, d'abord à New York, ensuite à Londres et enfin à Paris. Cette rubrique, je l'ai rebaptisée toujours un petit peu par provocation. Je vais vous montrer comment je vais le rebaptiser. Regardez. Attention, je fais des travaux manuels. Pour ceux qui me connaissent, ça peut être dangereux. Vous voyez, j'ai failli le péter. De Big Data à Big Cata, on va essayer de voir si je suis un oiseau de mauvais augure, si je suis un vilain journaliste qui fait que de la provoque et qui en vit, ou s'il y a un petit peu de vrai là-dedans. Alors, ce que je vous propose, c'est d'abord, on va partir aux États-Unis, plus précisément à New York, où la situation du marché pourrait être résumée en 3 minutes chrono par une petite vidéo, par Phil Mobley, qui est National Director of Office Analytics chez CoStar. Je vous propose de découvrir tout de suite cette vidéo. I would say that last year in New York, as well as in the country, we saw the beginnings of occupiers making decisions based on a new reality and less from them of simply what we say kicking the can or making a short-term decision. There are still many occupiers who are uncertain of the future, and so there are still many who are making short-term decisions, but more of them are beginning to make longer-term decisions. We have been occupying less space per employee for more than a decade now. And who knows if we would have continued along that trend after 2019 if there had been no pandemic. But certainly the reduction in attendance means that that trend accelerated. So we are perhaps 10 years ahead of where we might have expected to be if we had continued the trend of using less space per worker. But another important factor is that occupiers now have learned that they do not need and do not want to take on more space than they need today. It's been a common practice to lease ahead of expected growth in employee headcount. And that is not a trend that is in vogue today. And of course, another factor is that with lower overall attendance, they have more flexibility. They don't need as much. They're able to leverage their existing space while they grow their employee headcount, and therefore they don't need as much in advance. The additional factor beyond using less space that we have observed is that employment growth has slowed quite a bit, certainly from the last couple of years, and it is even slower than it was pre-pandemic. And we expect that to continue for the next several years as well. So the combination of slower employment growth and using less space per worker, as well as the fact that there are still over 40% of pre-2020 leases that have not faced an expiration. So as those continue to roll over in the next 24 months or so, we expect there to be a continued adjustment in occupancy per worker. And the result would be that we would have more occupancy loss, more increase in vacancy, and that will be a contributing factor to further value declines as well, in addition to what we expect to continue to play out as the result of rising rates, the higher for longer environment. So as liquidity returns, we expect those factors to put more downward pressure on office values. I would say overall that we are on average a little bit more than halfway through the adjustment in both occupancy and values of office properties. Je suis pas sûr que vous gardiez le même emoji là.
La bonne nouvelle quand même, de ce qu'on peut retenir de ce que nous a dit Phil, c'est que les utilisateurs prennent des décisions, enfin. Bon, la moins bonne, c'est que les entreprises, visiblement, consomment moins de mètres carrés par collaborateur. Vous avez entendu, cette tendance, elle avait commencé avant le Covid, et visiblement, elle s'est accélérée. Surtout les entreprises, ce qu'ils nous disent, c'est qu'elles n'anticipent plus les mètres carrés supplémentaires pour faire face à la croissance des effectifs. Grosso modo, le flex office fait le job, ou doit faire le job. Et au final, si je regarde ce petit slide que vous voyez ici, la vacance va se poursuivre. Et comme il l'a dit, ça va peser sur les valeurs. Juste regardez ce slide. Depuis mi-2020, le taux de vacances à New York est passé de 9 à 14%. Quand on calcule en points de base, ça fait plus 500 points de base, si on remet sur des critères un peu plus financiers. Que se passe-t-il à Londres ? Je vous propose d'écouter les réponses de Mark Stansfield. Il est Senior Director of Marketing Analytics à CoStar Europe. Là aussi, c'est en vidéo, et là aussi, c'est en 3 minutes. Most companies are now operating a hybrid working model, and this has implications for how they use in their office space and how much space they need. Although there have been some notable expansions, firms are generally taking less space than before when signing new deals. For example, HSBC recently signed a big pre-let in the city for less than half the amount of space it currently occupies in Canary Wharf. And we've seen that in our net absorption data, with 9 million square feet of demand losses over the past 4 years. And it's also been a busy period for office completions. And this cumulative effect means that the amount of vacant office space has doubled across London since the pandemic began, with the vacancy rate now sitting at a 20-year high. That said, demand has stabilized over the past 12 months as more employees have returned to offices, while parts of the market are actually performing well. Net absorption in the best quality, 5-star rated buildings has remained positive throughout the past 5 years as firms upgrade their space to attract staff and meet ESG commitments, even if taking less space overall. Landlords and developers have been able to keep prime rents high as a result. We've also seen big differences by submarket, with vacancy rates barely moving in some West End submarkets, but rising to double digits in Docklands, Hammersmith and parts of the city. Companies are also showing clear preferences for space close to big mainline train stations, with vacancy around these stations coming down as vacancies overall are rising, and rents increasing much faster than the central London average, as firms prioritise shorter commute times for their staff once they arrive in the capital. New York has suffered disproportionately, with 40 million square feet of demand losses in the Big Apple and a steeper rise in vacancy. The gap between vacancy and the two markets stood at a record high 480 basis points as of March 2024, up from 300 basis points when the pandemic struck. Several factors help explain this, including New Yorkers' greater reluctance to return to offices, given long commutes, high crime rates in Manhattan, and downtown areas that lack the social and leisure appeal of places like London's West End, where the return to the office has been greater. That said, New York's vacancy rate of 14% is still pretty low when you compare it to San Francisco's 22%, so it's all relative. Well, with construction activity running at near record levels, with 20 million square feet underway across London and set to complete in an environment of ongoing subdued demand, vacancy is set to rise further over the next couple of years and move towards 11 or 12%. Average rents will likely come under some downward pressure in this scenario as tenants are afforded more choice. Interestingly, one type of deal that has stood out in a quiet investment market is value add or redevelopment plays. Nearly a quarter of 2023 investment fell into this category, well above the long run average, as cash-rich investors took advantage of lower prices to snap up well-located properties for redevelopment in the belief that the flight to quality trend will persist into the next cycle. And with yields having stabilized and perhaps some interest rate cuts on the way, we should see a steady increase in investment activity as the year unfolds. Alors, qu'est-ce que je retiens, moi, de ce que vient de nous dire Marc ? On va commencer par les mauvaises nouvelles. Les entreprises prennent moins de mètres carrés quand elles signent de nouveaux baux.
L'absorption nette est négative sur 4 ans. La vacance, comme vous pouvez le voir sur ce slide, a été multipliée par 2 depuis le Covid et atteint le plus haut niveau à Londres depuis 20 ans. Le forecast même de Marc suggère une augmentation à 11 ou 12%. Après, toute chose relative par ailleurs, c'est moins que New York. Il y a 480 points de base de différence. C'est beaucoup moins qu'à San Francisco, où, paraît-il, elle est à 22%, le taux de vacances. J'ai même entendu et vu dans une newsletter ce matin le chiffre de 36. On verra tout ça. On va retenir quand même quelques bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, c'est que la demande exprimée se stabilise depuis le début de l'année, c'est que l'absorption nette est positive, comme on peut le voir sur les meilleurs immeubles, les fameux 5-star buildings. Donc il y a un flight to quality, il y a une volonté des entreprises d'aller vers des immeubles qui correspondent à la demande de leurs collaborateurs et aussi aux critères ESG. Ça explique peut-être que les investisseurs flèchent leurs capitaux vers le value-add. Que nous dit cette statistique? Qu'un quart des investissements, tout immobilier confondu, s'est mis sur du bureau value-add, avec l'objectif de le rendre, si possible, core, si j'ai tout bien compris. Qu'en est-il de la France? Puisqu'il paraît que la France n'est pas pareille que les États-Unis ou que la Grande-Bretagne. Pour en discuter, je vous propose d'accueillir Richard Mal, qui est vice-président European Research chez CoStar Europe. Et qui a droit à la musique, lui. Quel rockstar. Oh, merci. Quel rockstar, c'est incroyable. Richard, que retenir des premiers chiffres du marché en France? C'est la cata? Alors, pas partout en tout cas, hein, si on s'en tient notamment au marché locatif, Bureau Île-de-France, on a certes des volumes en ce début d'année qui sont inférieurs à ce qu'on a pu connaître sur la moyenne 5 ans ou 10 ans. Alors vous allez me dire c'est le PIB, pas forcément, on attend un PIB actuellement pour de 0,8-0,9% sur 2024, un peu au-dessus en plus de 2023, et en plus ce PIB reste assez bon par rapport à certaines moyennes, ça va peut-être impacter uniquement les petites surfaces. On a néanmoins ce rattrapage post-Covid qu'on a connu en 2021-22 qui, lui, s'essouffle. Ça, c'est le premier point et c'est pourquoi on a un retrait de cette demande. Et après, dans les années 2000-2010, on s'était habitué à des niveaux de commercialisation de l'ordre de 2,2-2,3 millions de mètres carrés. C'était une stat que je connaissais par cœur, c'était toujours la même quasiment. On pouvait facilement franchir cette moyenne, facilement la dépasser. Aujourd'hui, ça va être de l'ordre de l'exceptionnel. Il va falloir se satisfaire et s'habituer du 1,8, 2 millions de mètres carrés, notamment cette année et pour les 10 prochaines années. C'est quoi ça? C'est le new normal ou c'est un marché qui montre qu'on est un peu en difficulté? C'est le new normal. Et en termes de difficulté, en plus de cela, on peut voir qu'il y a quand même des différences fortes sectorielles. Au-delà de Paris, dans la plupart des périphéries, là, on a des difficultés. On a des niveaux d'offres qui sont relativement importants. Si on se met sur la petite couronne administrative, la plupart des taux de vacances se situent entre 15 et 20%. Et ça va encore progresser. Oui, voilà, c'est celui-ci. Et ça va encore progresser. Pourquoi? C'est simple, on a des livraisons initiées en termes de projets avant le Covid qui vont encore être livrées en blanc, ça c'est le premier point. Et puis l'offre de seconde main va encore progresser au fil des échéances de baux qui ne sont pas terminées. Donc les taux de vacances là vont encore progresser et il n'est pas aberrant de penser que le taux de vacances, notamment sur la petite couronne, va dépasser les 20%. Ça c'est le premier point. Et en plus de cela, cette statistique, même si elle est sur le parc marchand et non pas sur le parc total, donc c'est plus représentatif du parc investisseur, elle n'intègre pas des immeubles non occupés mais qui ne font pas l'objet d'une commercialisation active. Ça c'est le premier point. Et elle n'intègre pas des immeubles qui sont sous-utilisés mais toujours loués en totalité, en tout cas pour le moment. Le parc marchand, on rappelle, c'est 39 millions de mètres carrés, je crois, en Ile-de-France. Le parc total, ça doit être autour de 55, d'après l'ORIE. Oh, t'es meilleur que moi. Je dirais, oui, il faut enlever un tiers par rapport au parc total de Bureau Île-de-France, d'où ces statistiques qui sont plus importantes que lorsqu'on prend le parc dans sa totalité. Il faut le dire à ma patronne, ça. Ce genre de compliment. Est-ce que ça explique ce slide? Est-ce qu'il peut expliquer la forme de dichotomie, voire de schizophrénie sur les loyers, avec des loyers qui sont à plus de 1 000 € du mètre carré dans le QCA et des loyers qui sont un tout petit peu plus détendus en périphérie? Oui, c'est dit très poliment, oui. Par rapport au titre de l'événement. Regardons, notamment sur du Paris. On sait, Paris Intramuros, depuis les événements post-Covid, est très demandé et ça va continuer. On n'est plus du tout sur du conjoncturel, c'est réellement structurel. Donc plus forte demande pour Paris, ça c'est évident. La rareté structurelle de l'offre parisienne, elle est là, elle va durer, elle est encore plus amplifiée actuellement
compte tenu de l'actualité administrative et réglementaire. Et donc les loyers, oui, aujourd'hui, on a des points qui dépassent les 1 000 € du mètre carré, et on va tout droit vers les 1 100, 1 200 € à court terme. C'est pas aberrant, c'est pas du tout une bulle spéculative, c'est totalement expliqué via des fondamentaux du marché de bureaux de Paris intramuros qui sont très sains, ultra sains par rapport à l'historique, qui s'inscrivent dans la durée. Alors oui, on a le sujet des mesures d'accompagnement. Là, c'est plus facile à retenir qu'avant. C'est un 30% qui se généralise quasiment partout hors Paris. Alors qu'avant, c'était un sort qui était réservé à la Défense. Alors on a quand même quelques communes, les Boulogne, ici les Moulineaux, Neuilly-le-Valois, où ça se passe encore un peu mieux. Mais Paris reste un taux de mesure d'accompagnement de l'ordre de 15-16%, ce qui permet de conforter que la valeur faciale de loyer dans Paris est assez bonne et justifiée. Les entreprises peuvent suivre ou alors ça reste limité à quelques secteurs d'activité? Je pense notamment au luxe. On payait en 2007 830 € du mètre carré. Je ne vais pas reparler des années 90. Vous rajoutez l'inflation assez significative sur les 2-3 dernières années de l'ordre de 15%. On n'est pas du tout sur des valeurs locatives qui sont aberrantes. Un mot sur l'investissement. En revanche, là, c'est la cata. Les volumes d'engagement sont un peu à la cave. Est-ce que ça va s'améliorer à partir du mois de juin, qui est, paraît-il, la date où les banques fédérales pourraient baisser les taux directeurs? Je ne fais pas de la prévision par mois, mais on va quand même essayer, ou déjà se fixer une perspective. Si on part, par exemple, sur les taux longs, allez, OAT 10 ans, par exemple, c'est quand même un benchmark important. Ils se stabilisent, disons, autour de 3%, à quelques décimales près. Et c'est une stabilisation qui date maintenant, depuis l'été 2022, on est à ce niveau-là. La baisse anticipée et totalement justifiée des taux directeurs qui pourra arriver au cours de cet été conforte cette prévision. On a une inflation qui est bien parti pour être maîtrisé, même si la maîtrise a été un peu retardée. Du 2%, ça paraît une cible. C'est quand même 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Ça va jouer en faveur de taux prime immobilier qui pourraient être justifiés autour de 4% maintenant. Néanmoins, aujourd'hui, on est à plus de 4, 4,25, 4,5. On tourne sur cette fourchette. Et une fois qu'on arrivera au 4, cette barre psychologique qu'on a connue autrefois sur des 3 ou autres, on pourrait faire du 3,9, 3,8, etc. Et donc, oui, une inflexion des taux devrait arriver, et quand ça va arriver, ça va être rapide et significatif. Est-ce que ça va booster la reprise des volumes d'investissement de bureaux? Est-ce que, grosso modo, le problème aujourd'hui, c'est un problème de prix, de valeur, ou est-ce que c'est un problème d'attractivité de cette classe d'actifs par rapport à d'autres catégories d'actifs dans l'immobilier? J'ai 3 questions, je peux répondre à une seule ou... Je réponds à ce que tu veux. Ah, c'est sympa. Donc, comment dire? Il est vrai que le blocage paraît assez général sur le marché. Ça, c'est le premier point. Alors que les explications sont quand même relativement différentes. Pour le prime, je dirais qu'on a un problème d'entente sur les taux, donc sur les prix. On n'a jamais eu, je le trouve, autant d'avis, autant de convictions sur quelqu'un qui va dire moi je veux un 4, moi je veux 4,5, je veux 5, ou je suis prêt à acheter à 4,5 parce que je pense que ça va baisser, etc. On est vraiment sur un râteau en termes d'espérance sur le taux. Ça, c'est pour le prime. Par contre, sur des périphéries en difficulté structurelle de demande désormais, ou sur des actifs obsolètes, là, je dirais que ce n'est pas un problème de prix. Alors même si les valeurs vont encore baisser avec la hausse des taux encore à venir sur ces actifs ou la baisse des loyers, souvent ce sera d'ailleurs une baisse théorique de valeur parce qu'on n'aura pas forcément de transactions sur ces actifs. Donc on a ces deux explications. Et après, en termes de volume investi notamment sur les bureaux, oui, on va avoir une part des volumes bureaux par rapport à l'ensemble total qui sera moins élevé sur les prochaines années. Ça sera plus dilué par classe d'actifs, essentiellement à cause du compartiment périphérie francilienne. Par contre, si on va sur les métropoles régionales, les principales ou Paris, les précédents records devraient être atteints, tant en termes de volume que de prix, et ça à moyen terme. Bon, si je conclue cette session, je peux enlever le C là, que j'ai mis à la place du D. C'est pas la big cata? Ça dépend où. Je vous laisse avec ça. Merci beaucoup et on passe à notre prochaine rubrique. Le duel.